Bienvenue sur la chaîne Livre Audio Français Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Le 1er mars 1985. C'est revenu. C'est une certitude maintenant. Je vais attendre encore, mais au fond de mon cœur, j'en suis sûr. Je ne sais pas si je vais pouvoir le supporter. Gosse, j'y arrivais, mais c'est différent quand on est enfant. Fondamentalement différent. J'ai écrit ce qui précède la nuit dernière dans une sorte de frénésie. Je n'aurais pas pu rentrer chez moi de toute façon. Derry est pris dans une épaisse couche de glace et rien ne bouge en dépit de l'apparition du soleil. J'ai écrit jusqu'à 3 heures passées ce matin, gribouillant de plus en plus vite, essayant de ne rien omettre. J'avais oublié l'histoire de l'oiseau géant, celui de mes 11 ans. C'est celle de mon père qui me l'a rappelée. Et depuis, elle m'est restée dans la mémoire. Je n'en ai rien oublié. D'une certaine manière, ce fut son dernier cadeau. Cadeau terrible, et pourtant merveilleux néanmoins, à sa façon. J'ai dormi là où je me trouvais, la tête dans les bras, à côté de mon carnet et de mon stylo. Je me suis réveillé ce matin, les fesses engourdies et le dos douloureux, mais avec un sentiment d'être libéré, comme purgé de cette vieille histoire. C'est alors que j'ai vu que j'avais eu de la compagnie cette nuit. Les empreintes, traces légères de boue, allaient de la porte de devant de la bibliothèque, que je ferme toujours, jusqu'au bureau où j'ai dormi. Aucune n'en repartait. Ce qui est venu dans la nuit, quoi que ce fût, m'a laissé son talisman et a tout simplement disparu. Accroché à ma lampe de lecture se trouvait un unique ballon, rempli d'hélium. Il flottait dans les rayons obliques du soleil matinal qui tombait des hautes fenêtres. Dessus, on voyait mon portrait, sans yeux, du sang coulant des orbites déchiquetées, la bouche tordue par un cri sur la fine enveloppe de caoutchouc. Je poussai un hurlement en le voyant. Son écho se répercuta dans la bibliothèque, faisant vibrer l'escalier de fer conduisant à la réserve. Le ballon explosa. 3e partie. Adulte. La descente faite de désespoir où rien ne s'accomplit provoque un nouveau réveil, qui est l'envers du désespoir. Pour ce que nous ne pouvons accomplir, ce qui est refusé à l'amour, ce que nous avons perdu par anticipation, une descente s'ensuit, interminable et indestructible. William Carlos Williams. Patterson. T'as pas envie de rentrer chez toi maintenant? T'as pas envie de rentrer chez toi? Tous les enfants de Dieu se fatiguent d'errer. T'as pas envie de rentrer chez toi? T'as pas envie de rentrer chez toi? Joe South. Chapitre 10. La réunion. 1. Bill Denbrough prend un taxi. Le téléphone sonnait, le tirant par à-coups d'un sommeil trop profond pour les rêves. Il le chercha à tâtons, sans ouvrir les yeux, sans se réveiller complètement. Aurait-il arrêté de sonner à ce moment-là, il se serait à nouveau glissé dans le sommeil sans la moindre difficulté, aussi simplement qu'il descendait autrefois en luge les pentes enneigées des collines du McCarron Park. Ses doigts touchèrent le cadran, glissèrent, remontèrent. Il avait le vague pressentiment qu'il devait s'agir de Mike Hanlon. Mike Hanlon qui l'appelait de Derry pour lui dire de revenir, de se souvenir qu'il avait fait un serment. Stan Uris leur avait entaillé les paumes avec un éclat de verre et ils avaient fait une promesse. Sauf que tout cela s'était déjà produit. Il était arrivé la veille, en fin d'après-midi, un peu avant 6 heures en fait. S'il avait été le dernier sur la liste des coups de fil donnés par Mike, tous les autres, se disait-il, devaient être arrivés avant lui, et certains avaient peut-être même passé une bonne partie de la journée sur place. Il n'avait pour sa part vu personne, il n'avait éprouvé le besoin de voir personne. Il était simplement monté dans sa chambre, avait commandé un repas qu'il avait été incapable de manger, puis s'était effondré sur le lit, où il avait dormi d'un sommeil sans rêve jusqu'à la sonnerie du téléphone.
Bill entr'ouvrit un œil et porta la main au combiné qu'il fit tomber sur la table de nuit. Il s'en empara maladroitement, ouvrant son autre œil. Il se sentait la tête complètement vide, totalement débranchée, comme fonctionnant sur pile. Il réussit à saisir le combiné et à le porter à l'oreille, accoudé dans le lit. « Allô? Bill ?» C'était bien la voix de Mike Hanlon. Sur ce point au moins, il avait raison. La semaine dernière, il n'avait aucun souvenir de lui, et maintenant une seule syllabe suffisait à l'identifier. Plutôt merveilleux, mais d'une manière inquiétante. « Ouais, Mike. Je t'ai réveillé, hein? » « Ouais, en effet. Ça va. » Sur le mur au-dessus de la télé était accrochée une croûte sans nom, où l'on voyait des pêcheurs en ciré jaune relever des casiers à homards. À la contempler, Bill se souvint de l'endroit où il se trouvait, au Derry Town House, sur la partie chic de Main Street, à moins d'1 kilomètre de Bassett Park, du pont des Baisers et du canal. « Quelle heure est-il, Mike? » 10h15. « Quel jour? » Le 30. Il y avait une pointe d'amusement dans la voix de Mike. « Ouais, bon. J'ai prévu une petite réunion, » reprit Mike d'un ton différent. « Ah bon? » fit Bill en s'asseyant sur le bord du lit. « Tout le monde est arrivé? »« Tout le monde sauf Stan Uris, » dit Mike avec maintenant dans la voix quelque chose d'indéchiffrable. « Bev est arrivée la dernière, hier au soir, tard. » Pourquoi dis-tu la dernière, Mike? Stan peut aussi bien arriver aujourd'hui, non? Stan est mort, Bill. Quoi? Comment? Est-ce que son avion... Pas du tout. Écoute, si ça ne t'ennuie pas, je préférerais attendre que nous soyons tous réunis. Ce serait mieux si je pouvais vous le dire à tous en même temps. Y a-t-il un rapport? Oui, je crois. Mike se tut un instant. J'en suis sûr. Bill sentit le poids familier de la terreur venir de nouveau se poser sur son cœur. Était-ce donc quelque chose à quoi il était possible de s'habituer tout de suite? Ou bien avait-il toujours porté ce poids sans y penser, sans le sentir, comme on porte avec soi la connaissance de sa mort inévitable? Il prit une cigarette, l'alluma et souffla l'allumette en rejetant la première bouffée. Personne ne s'est encore vu depuis hier? Non, je ne crois pas. Et tu n'as encore vu personne? Non, tout s'est fait par téléphone. Bien. Où a lieu la réunion? Tu te souviens où se trouvait l'ancienne aciérie? Bien sûr. Pasture Road. Tu retardes, mon vieux. Aujourd'hui, ça s'appelle Mall Road. Nous nous enorgueillissons du 3e plus grand centre commercial de tout l'État à Derry. 48 commerçants différents réunis sous un même toit pour mieux vous servir. Voilà qui fait très américain. Bill? Quoi? Tu vas bien? Oui. Mais son cœur battait trop vite, et le bout de sa cigarette tressautait légèrement. Il avait bégayé. Mike l'avait entendu. Il y eut un instant de silence, puis Mike reprit. Juste après le centre commercial se trouve un restaurant, le Jade of the Orient. Il dispose de salons privés pour les groupes. J'en ai réservé un hier. Nous pourrons l'avoir pour tout l'après-midi, si nous voulons. Tu penses que ça pourrait durer aussi longtemps? Aucune idée. Un taxi saura bien m'amener jusque-là. Bien sûr. Très bien, dit Bill. Il écrivit le nom du restaurant sur le bloc. Pourquoi là plutôt qu'ailleurs? Parce qu'il est nouveau, je crois, répondit Mike avec lenteur. C'est un peu comme... Je ne sais pas. Comme un terrain neutre, proposa Bill. Oui, il me semble. On y mange bien? Je l'ignore. As-tu de l'appétit? Bill exhala de la fumée et eut un petit rire entrecoupé de tout. Je l'ai un peu perdu, vieille branche. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, à midi? Plutôt vers 1h. Je préférerais laisser Beverly récupérer un peu. Bill écrasa sa cigarette. Est-elle mariée? De nouveau, Mike eut une hésitation. On se racontera tout à l'heure, dit-il.
Exactement comme lorsqu'on va à une réunion d'anciens élèves 10 ans après, hein? Ceux qui sont devenus gros, ceux qui sont devenus chauves, ceux qui ont des gosses. Si seulement c'était ça. Ouais. Comme tu dis, Mike. Il raccrocha, resta longtemps sous la douche, et commanda un petit déjeuner dont il n'avait pas réellement envie, et qu'il ne fit que picorer. Vraiment, son appétit n'était plus ce qu'il était. Bill fit le numéro de la compagnie de taxi Yellow Cab et demanda qu'on vienne le prendre à 1h moins le quart, estimant que 15 minutes suffiraient largement pour gagner Pasture Road. Il n'arrivait pas à se l'imaginer sous son nouveau nom, même quand il vit le centre commercial. Mais il avait largement sous-estimé les embouteillages de midi, ainsi que la croissance de Derry. En 1958, Derry n'était rien de plus qu'un gros bourg, comptant quelques 30 000 habitants dans les limites de la ville et environ 7 000 dans la campagne environnante. C'était maintenant une ville véritable, certes minuscule comparée à New York ou Londres, mais non aux autres villes du Maine où Portland, la plus importante, ne comptait que 300 000 habitants. Tandis que le taxi avançait au pas sur Main Street, nous sommes maintenant au-dessus du canal. On ne peut pas le voir, mais il court là, en dessous, dans le noir, pensa Bill. Puis tournait sur Center, il se fit cette réflexion banale que la ville avait bien changé. Réflexion toutefois accompagnée d'un profond sentiment d'effroi, auquel il ne se serait jamais attendu. Il se souvenait de son enfance comme d'une époque de frayeur, de nervosité, pas seulement à cause de l'été 58, pendant lequel ils avaient tous les 7 tenu tête à la terreur, mais aussi à cause de la mort de George, à cause de l'espèce de rêve sans fond dans lequel ses parents avaient plongé après sa disparition, à cause des rages dans lesquelles le mettait son bégaiement, à cause de Bowers, Huggins et Chris, ne cessant de les harceler après la bataille à coups de cailloux dans les friches. Bowers, Huggins, Chris, oh Seigneur. Bowers, Huggins, Chris. Et il sentait la froideur de Derry, que Derry était dur, que Derry n'en avait rien à foutre que l'on vive ou que l'on meure, que l'on triomphe ou non de Gripsou le clown. Les citoyens de Derry vivaient depuis longtemps en compagnie de Gripsou, sous toutes ses formes, et peut-être, de quelque manière insensée, avait-il fini par le comprendre, par l'aimer, par avoir besoin de lui. L'aimer? Pourquoi pas, au fond? Alors pour quelle raison cette épouvante consternée? Peut-être du fait de tout ce qu'avait de sinistre ce changement, ou peut-être parce que Derry lui semblait avoir perdu son visage authentique. Le cinéma Le Bijou n'existait plus, remplacé par un parking. Véhicules autorisés seulement, les contrevenants seront remorqués, lisait-on à l'entrée. Le Shoe Boat et le Ballet's Lunch, qui se trouvaient tout à côté, avaient également disparu et laissé la place à une succursale de banque. Un cadran numérique en dépassait et donnait l'heure et la température, celle-ci exprimée en degrés Fahrenheit et en degrés Celsius. La pharmacie de Center Street, le repère de M. Keane, où Bill était allé chercher le médicament d'Eddie, disparut aussi. Le taxi fit un bond en avant. « Ça va prendre un bout de temps, » grogna le chauffeur. « Si seulement ces foutues banques ne fermaient pas toutes à la même heure, nom de Dieu. Excusez mon français si vous êtes croyant. »« Pas de problème, » répondit Bill. Le ciel était couvert et quelques gouttes commençaient à tomber sur le pare-brise. La radio grommela quelque chose à propos d'un aliéné mental évadé de quelque part et qu'on disait très dangereux, puis parla des Red Sox, une équipe qui ne l'était guère. Averse, puis éclaircie. Quand Barry Manilow se mit à bêler sur les malheurs de Mandy, qui donnait sans jamais prendre, le chauffeur coupa l'émission. « Quand se sont-elles installées ?» reprit Bill. « Quoi donc? Les banques? »« Oui. »« Oh, vers la fin des années 60, début des années 70, » répondit le chauffeur, un homme corpulent au cou épais. Il portait une veste de chasse à carreaux rouges et noirs. Une casquette orange fluo tachée d'huile de moteur lui descendait jusqu'aux sourcils. La ville a reçu des fonds pour sa modernisation. Le partage des revenus qu'ils appellent. Pour partager, on fout tout par terre. Alors les banques sont arrivées. Il n'y avait qu'elles qui avaient les moyens. Renouvellement de l'urbanisme qu'ils disent. De la merde en bâton que je dis. Excusez mon français si vous êtes croyant.
Des discussions pour savoir comment animer le centre-ville, ça, il y en a eu. Et pour animer, ils ont animé. Ils ont foutu tous les vieux magasins en l'air pour mettre des banques et des parkings. Ça n'empêche pas que vous trouvez pas une putain de place pour vous garer. Il faudrait pendre par la queue tous ces mecs du conseil municipal. Sauf la Pollock. Elle, c'est par les nénés qu'il faudrait la pendre. À la réflexion, c'est pas une bonne idée. Mais elle a l'air aussi plate qu'une planche à repasser, la conne. Et excusez mon français si vous êtes croyant. Je le suis, fit Bill avec un sourire. Alors descendez de mon taxi et allez faire vos prières, fit l'homme avec un gros rire communicatif. Longtemps que vous habitez ici? Demanda Bill. Depuis toujours. Je suis né au Dairy Home, notre bon vieil hosto, et on m'enterrera au cimetière de Mount Hope. Bonne affaire. Tout juste, admit le chauffeur. Il se racla la gorge, baissa la vitre, et propulsa un énorme glavio vert-jaune dans l'air pluvieux. Son attitude, contradictoire, une sorte de sinistre bonne humeur, était attirante, piquante presque. Celui qui va le choper n'aura pas besoin de chewing-gum pendant une semaine, commenta-t-il. Et excusez mon français. Tout n'a pas changé, dit Bill. Après la déprimante balade entre les banques et les parkings, il venait d'attaquer la côte de Center Street. Arrivé en haut, et une fois passé la First National Bank, ils prirent un peu de vitesse. L'Aladin est toujours debout. Ouais, mais faut voir comme il tient. Ces branleurs ont aussi essayé de l'avoir. Pour faire encore une banque? Demanda Bill, moitié amusé, moitié stupéfait à cette idée. Il n'arrivait pas à imaginer que quelqu'un de bon sens ait pu envisager la destruction de ce dôme majestueux, avec son grand lustre de verre, son escalier à double révolution conduisant au balcon, et son rideau de scène titanesque, qui, au lieu de s'ouvrir en deux au début du spectacle, s'élevait en plis magiques, allant s'empilant, tandis que les projecteurs le paraient d'en dessous, de toutes les couleurs, et que les poulies dans les coulisses cliquetaient et grinçaient. « Non, pas l'Aladin !» protesta-t-il en lui-même. Comment pouvait-on envisager une seconde de détruire l'Aladin pour construire une banque à la place? Tout juste, une banque. Vous avez 20 sur 20, bordel. Et excusez mon français puisque vous êtes croyant. L'idée, c'était de faire un centre bancaire intégré, qu'il disait. Ils avaient tous les paplards du conseil municipal, les autorisations, tout. Mais une bande de types a formé un comité. Des gens qui vivaient à Derry depuis longtemps, pour préparer des pétitions, organiser des marches, et faire un tel raffut qu'il a fallu organiser une séance publique du conseil. C'est Hanlon qui a eu la peau de ces branleurs, conclut le chauffeur d'un ton très satisfait. Hanlon? Demanda Bill estomaqué. Mike Hanlon? Eh oui, pardi, fit l'homme en se retournant un instant pour jeter un coup d'œil à Bill, exhibant un visage rond à grosses joues et des lunettes en corne avec de vieilles taches de peinture sur les branches. Le bibliothécaire, un noir. Vous le connaissez? Je l'ai connu, répondit Bill, évoquant ce jour de juillet 1958 où il l'avait rencontré. Une fois de plus, Bowers, Huggins et Chris étaient dans le coup. Évidemment. Bowers, Huggins et Chris. Oh Seigneur. À chaque tournant, jouant leur rôle, étau inconscient resserrant à chaque fois davantage leur groupe, le soudant. Nous jouions ensemble quand nous étions gamins, et puis on a déménagé. Ouais. Et vous voilà. Le monde est vraiment foutrement petit. Et excusez mon français si vous êtes croyant, finit Bill à sa place. Vous voilà de retour, continua le chauffeur, sans se démonter. Ils roulèrent en silence pendant un moment, et il reprit. Derry a beaucoup changé, c'est un fait, mais pas mal de choses sont restées tout de même. Le townhouse, où je vous ai pris, le château d'eau de Memorial Park. Vous vous souvenez de ce coin, monsieur? On croyait qu'il était hanté quand on était gosse. Oui, je m'en souviens. Tenez, regardez, l'hôpital, vous le reconnaissez? Il passait devant le Dairy Home Hospital, derrière lequel coulait la Penobscot, avant d'aller se jeter dans la Kenduskeag. Sous le ciel pluvieux du printemps, les eaux avaient la couleur de l'étain. L'hôpital, dont Bill se souvenait, une construction en bois toute blanche avec 2 ailes et 2 étages, se trouvait toujours là, mais entouré par tout un ensemble de bâtiments, 12 au moins. Il estima à 500 le nombre des véhicules garés dans l'immense parking voisin. Mon Dieu! Ce n'est plus un hôpital, mais un foutu campus universitaire, s'écria-t-il.
Le chauffeur s'esclaffa. « N'étant pas croyant, j'excuserai votre français. Oui, vous avez raison. Ils ont des salles de rayon X, un centre de thérapie et 600 chambres, sans parler de leur propre laverie et Dieu sait quoi encore. C'est l'administration qui occupe l'ancien bâtiment. » Bill éprouva une curieuse sensation de dédoublement, comme la première fois où il avait regardé un film en relief. Son esprit essayait de superposer deux images qui ne coïncidaient pas. On arrivait bien à mystifier ses yeux et son esprit, se souvenait-il, mais au prix d'un sacré mal de tête. Et il sentait monter la migraine. Très bien. Le nouveau Derry. Mais l'ancien se trouvait toujours là, comme les bâtiments en bois du Derry Home. L'ancien Derry était enfoui sous les nouvelles constructions, mais on ne pouvait s'empêcher de chercher des yeux les anciennes. « Je suppose que la gare et le triage ont dû disparaître, non ?» demanda Bill. L'homme s'esclaffa de nouveau. « Et pour quelqu'un qui est parti d'ici encore tout gosse, vous avez une sacrée mémoire, monsieur. »« Si tu m'avais rencontré seulement la semaine dernière, mon ami francophone, » se dit Bill. « Toujours là, mais plus rien que des baraquans en ruine et des rails qui rouillent. Même les trains de marchandises ne s'y arrêtent plus. Il y a un type qui voulait tout racheter pour installer un parc d'attractions, tir, mini-golf, cartes, baraque de jeux vidéo et je sais pas quoi encore. Mais il paraît que c'est la grosse embrouille sur qui possède quoi là-dedans. Il finira bien par y arriver. C'est un entêté, notre homme. Pour l'instant, c'est devant les tribunaux. « Et le canal » murmura Bill, tandis qu'il s'engageait sur Pasture Road, qui s'appelait bien Mall Road maintenant, comme en faisait foi un panneau vert. Le canal est toujours là? Eh oui, il y sera toujours, je crois. Le centre commercial s'étendait sur la gauche de Bill, qui éprouva de nouveau cette même sensation de dédoublement. Il n'y avait là autrefois qu'un champ immense, plein d'herbes exubérantes et de gigantesques tournesols, frontière nord-est des friches. Vers l'ouest se trouvaient les HLM d'Old Cape. Il se souvenait avoir exploré ce champ en prenant bien soin de ne pas tomber dans le sous-sol défoncé des ruines de l'aciérie Kitchener, celle qui avait explosé le jour de Pâques, en 1906. Ils en avaient déterré les reliques, avec autant de sérieux que des archéologues désensablant un temple égyptien, exhumant des briques, des cuillères de fondeur, des morceaux de métal où s'accrochaient encore des boulons rouillés, des fragments de vitres et des bouteilles pleines d'une bourbe innommable, qui empestait comme le pire des poisons. Quelque chose de sinistre s'était également passé, tout près, dans la gravière proche de la décharge, mais il ne se rappelait plus quoi. Seul un nom lui revenait à l'esprit, Patrick Humboldt, et il avait quelque chose à voir avec un réfrigérateur. Il y avait aussi cet oiseau qui avait poursuivi Mike Hanlon, que... Il secoua la tête. Bribe. Fétu de paille dans le vent, rien de plus. Le champ avait disparu, et avec lui les restes de l'usine. Bill se souvint tout d'un coup de la grande cheminée de l'aciérie, carrelée sur sa face externe, noire de suie sur ses 3 derniers mètres, allongée dans l'herbe comme un tuyau gigantesque. Ils avaient grimpé dessus et marché comme des danseurs de cordes, bras écartés, en riant. De nouveau, il secoua la tête, comme pour chasser le mirage du centre commercial. Une abominable enfilade de bâtiments surmontés de panneaux annonçant Sears, ou J.C. Penney, ou Woolworth, ou CVS, ou York Steakhouse, et des douzaines d'autres. Un entrelac de routes conduisait dans les parkings. Les aciéries Kitchener avaient disparu, ainsi que les herbes folles qui avaient poussé autour de leurs ruines. La réalité, ce n'était pas les souvenirs, mais le centre commercial. D'une certaine manière, il n'arrivait pas à y croire. « Vous voilà arrivé, monsieur », dit le conducteur du taxi en pénétrant dans un parking. L'édifice qu'il desservait était une pagode en plastique, géante. « Avec un peu de retard, mais mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas ?»« Comme vous dites, » répondit Bill en lui tendant un billet de $5. « Gardez la monnaie. »« Magnifique, bordel !» s'exclama l'homme. « Si vous avez besoin d'un taxi, appelez Yellow Cab et demandez Dave. »« Je demanderai simplement le croyant, le type qui a son petit carré sur Mount Hope. »« Bien envoyé !» fit le chauffeur en riant. « Passez une bonne journée. »« Vous aussi, Dave. »
Il resta quelques instants sous la pluie à regarder le taxi s'éloigner. Il s'aperçut qu'il avait eu l'intention de poser une autre question, mais qu'il ne l'avait pas fait, sans doute volontairement. Il avait pensé demander à Dave s'il aimait vivre à Derry. Bill Denbrough fit brusquement demi-tour et pénétra dans le Jade of the Orient. Mike Hanlon se trouvait dans le hall, mais sur une chaise d'osier au dossier surélevé. Il se leva, et Bill fut envahi d'une puissante sensation d'irréalité. Envahi jusqu'au tréfonds de lui-même. L'impression de dédoublement se manifesta de nouveau, mais en bien pis. Il se souvenait d'un garçon d'1,50 m et quelques, soigné et agile. Devant lui se tenait un homme d'1,70 m et quelques, décharné, dans des vêtements qui avaient l'air de pendre sur lui. Les rides de son visage lui donnaient l'air d'avoir 40 ans, largement dépassés et non seulement 38. Sans doute le choc éprouvé par Bill dut-il se lire sur son visage, car Mike lui dit calmement « Je sais la tête que j'ai. » Bill rougit. « Elle n'est pas si mal, Mike. C'est simplement que je me souvenais d'un gamin, c'est tout. »« Crois-tu ? » ?»« Tu as l'air un peu fatigué, c'est vrai. »« Je suis très fatigué, mais je tiendrai le coup. J'espère. » Il sourit alors, et ce sourire illumina son visage. Bill vit alors le garçon qu'il avait connu 27 ans plus tôt, de même que le vieil hôpital de bois disparaissait presque, envahi par le verre et le béton, de même les inévitables accessoires de l'âge adulte avaient-ils envahi le visage de l'enfant. Des rides plissaient son front, 2 sillons s'étaient creusés de part et d'autre de sa bouche, descendant presque jusqu'au menton, et ses cheveux grisonnaient aux tempes. Mais de même que le vieil hôpital restait visible, en dépit de l'invasion, de même était encore visible le garçon que Bill avait connu. Mike tendit la main et dit « Bienvenue à Derry, grand Bill. » Bill délaissa la main et prit Mike dans ses bras. Celui-ci l'étreignit à son tour, avec force, et Bill sentit ses cheveux frisoter contre son cou. « Quoi qu'il se passe, Mike, on va s'en occuper, » déclara Bill. Il se moquait des sanglots qui lui montaient dans la gorge. « On l'a vaincu une fois, on le vaincra encore. » Mike se détacha de lui et le tint à longueur de bras. Il souriait toujours, mais ses yeux brillaient un peu trop. Il prit son mouchoir et les essuya. « Bien sûr, Bill, tu parles. »« Ces messieurs veulent-ils bien me suivre ?» fit alors une voix, celle de leur hôtesse, une orientale souriante, habillée d'un délicat kimono rose. Ses cheveux ailes de corbeau s'élevaient sur sa tête, en un haut chignon retenu par des aiguilles d'ivoire. « Je connais le chemin rose, » dit Mike. « Très bien, monsieur Hanlon, » fit-elle en leur souriant à tous deux. « Vous êtes très liés à ce que je vois ?»« J'en ai bien l'impression, » répondit Mike. « Par ici, Bill. » Il le conduisit par un corridor peu éclairé sur lequel donnait la salle principale, et ils arrivèrent à une porte fermée d'un rideau de perles. « Les autres, » commença Bill, « sont tous ici maintenant, tous ceux qui ont pu venir. » Bill hésita un instant devant le rideau de perles, soudain pris de frayeur. Ce n'était ni l'inconnu ni le surnaturel qui lui faisait peur tout d'un coup, mais l'idée qu'il mesurait 40 centimètres de plus qu'en 1958 et qu'il avait perdu la plupart de ses cheveux. Il se sentait soudainement mal à l'aise, presque terrifié, à l'idée de revoir tous ces visages, dans lesquels s'étaient dissous les traits de l'enfance, comme l'hôpital de bois était englouti sous le béton et le verre. Avec dans la tête des images de banques et non plus de palais enchantés. « Nous avons grandi, » pensa-t-il. « Nous ne pensions pas que cela nous arriverait, pas à nous. Mais si je rentre dans cette pièce, la réalité me rattrapera définitivement. Nous sommes tous des adultes maintenant. » Il se tourna vers Mike, égaré, intimidé. « De quoi ont-ils l'air, Mike ?» s'entendit-il dire d'une voix hésitante. « De quoi ont-ils l'air, Mike ?»« Entre, et tu le sauras, » répondit Mike gentiment, en le poussant dans le petit salon privé. 2. Ce que vit Bill Denbrough. L'illusion tint peut-être au faible éclairage de la pièce,
Elle ne dura qu'un très bref instant, mais Bill se demanda plus tard s'il n'y avait pas eu là une sorte de message destiné à lui seul, à savoir que le destin pouvait aussi se montrer bienveillant. Pendant ce bref instant, il eut l'impression qu'aucun d'eux n'avait grandi, que ses amis, comme Peter Pan, étaient restés des enfants. Richie Tosier, en équilibre sur les 2 pieds de derrière de sa chaise, s'appuyait contre le mur et disait quelque chose à Beverly March, qui, se cachant la bouche de la main, retenait un fou rire. Richie avait sur le visage son sourire familier de petit malin. Eddie Casbrack était assis à la gauche de Beverly, et devant lui, sur la table, à côté d'un verre rempli d'eau, se trouvait un inhalateur de plastique avec une détente d'arme à feu. Les détails en étaient plus perfectionnés, mais ils remplissaient toujours la même fonction. Assis au bout de la table, contemplant les 3 autres avec une expression où se mêlaient anxiété, amusement et concentration, il y avait Ben Hanscom. Bill se surprit à porter la main à son crâne et se rendit compte avec un amusement un peu triste qu'il avait presque cru un instant que ses cheveux avaient magiquement repoussé, ses cheveux roux et fins qu'il avait commencé à perdre dès l'âge de 18 ans. Son entrée arrêta la conversation. Richie ne portait pas de lunettes, et Bill pensa « Il s'est probablement converti au verre de contact. Oui, très probablement. Il détestait ses lunettes. » Les éternels t-shirts et pantalons de velours côtelé d'autrefois avaient laissé la place à un costume qui venait de chez le bon faiseur et que Bill estima à $900 au moins. Beverly March, si son nom était toujours March, s'était transformée en une femme éblouissante. Au lieu de la banale queue de cheval d'autrefois, elle coiffait ses cheveux en les laissant librement tomber en cascade sur ses épaules, où il prenait toutes les nuances de roux sur son chemisier d'un blanc éclatant. On aurait dit, dans la demi-pénombre de la pièce, qu'il s'y cachait des morceaux d'ambre. À la lumière du jour, même d'une journée comme celle-ci, Bill se dit qu'il devait flamboyer. Et il se prit à imaginer ce qu'il éprouverait s'il plongeait les mains dans cette crinière. La plus vieille histoire du monde, songea-t-il ironiquement. J'aime ma femme, mais fichtre. Eddie avait beaucoup grandi et avait pris, assez bizarrement, un faux air à la Anthony Perkins. Son visage, prématurément ridé, alors qu'il y avait quelque chose de plus jeune dans ses mouvements que chez Richie ou Ben, paraissait encore plus âgé du fait des lunettes non cerclées qu'il portait, tout à fait celles d'un avocat anglais, s'apprêtant à plaider ou feuilleter un dossier. Il portait les cheveux courts, coupés dans un style qui avait été à la mode dans les années 50-60. Son gros manteau à carreaux avait l'air de venir d'un décrochez-moi ça, mais la montre à son poignet était une Patek Philippe, et un rubis lançait ses feux au petit doigt de sa main droite. La pierre était trop grossièrement vulgaire et ostentatoire pour être autre chose. Ben était de loin celui qui avait le plus changé, et une nouvelle sensation d'irréalité déferla sur Bill quand il le regarda mieux. Son visage était le même, et ses cheveux, bien que grisonnants et plus longs, étaient peignés comme autrefois, l'arrêt sur le côté. Mais Ben était devenu mince. Il portait un blouson de cuir sans ornement, ouvert sur une chemise de travail en grosse toile bleue, un Levi's étroit et des bottes de cow-boy. Une boucle en argent battu retenait sa large ceinture de cuir. Ses vêtements tombaient bien sur ce corps mince aux hanches étroites. Il avait au poignet droit un bracelet fait de lourds anneaux de cuivre et non d'or. Il est devenu maigre, l'ombre de ce qu'il était autrefois. Ce bon vieux Ben est devenu maigre. C'est un miracle. Le silence, qui régna quelques instants alors qu'ils se trouvaient tous les 6 réunis, fut au-delà de toute description. Il resta, pour Bill Denbrough, comme l'un des moments les plus étranges de toute sa vie. Stan était absent, remplacé néanmoins par une 7e présence. Là, dans le salon privé de ce restaurant, Bill l'éprouva si intensément qu'elle en fut presque incarnée, non sous la forme d'un vieillard en robe blanche, la faux sur l'épaule, mais sous celle d'un grand vide sur la carte, entre 1958 et 1985, une zone qu'un explorateur aurait pu appeler Terra Incognita. Bill se demandait ce qui pouvait s'y trouver. Beverly March,
en mini-jupe qui découvrait très haut ses longues cuisses nerveuses, une Beverly March en bottes fantaisie, la chevelure partagée par le milieu, la permanente impeccable? Richie Tosier avec un écusson « Arrêtez la guerre » d'un côté et un second « Virez la PMS du campus » de l'autre? Ben Hanscom, en casque jaune de chantier, un drapeau en décalcomanie sur le devant, aux commandes d'un bulldozer, protégé du soleil par une bâche, torse nu, l'estomac de moins en moins proéminent? Cette 7e créature était-elle noire? Sans aucun rapport avec H. Rap Brown ou Grandmaster Flash, ce type portait des chemises blanches et des pantalons de confection, hantait la bibliothèque de l'université du Maine et écrivait des articles sur l'origine des notes de bas de page ou sur les avantages de la classification ISBN des ouvrages, tandis que des manifestants défilaient à l'extérieur, que Phil Ox chantait « Trouve-toi une autre patrie, Richard Nixon », et que des hommes mouraient le ventre ouvert pour des villages dont ils ne savaient même pas prononcer le nom. Il le voyait, assis. Bill le voyait réellement, studieusement penché sur son travail, qu'éclairait un froid rayon de lumière hivernale, le visage calme, l'expression absorbée, sachant que devenir bibliothécaire était approcher, pour un être humain, d'aussi près que possible le siège suprême du moteur de l'éternité. Était-il le 7e? Ou bien était-ce encore ce jeune homme debout devant une glace, contemplant la poignée de cheveux roux restée entre les dents du peigne et voyant se refléter une pile de carnets de notes qui contenait la première ébauche achevée et raturée d'un roman intitulé Johanna, lequel serait publié 1 an plus tard. L'un, l'autre ou tous. Aucun. En fait, cela n'avait pas d'importance. Le 7e était là, et en ces quelques instants, chacun éprouva sa présence, comprenant peut-être mieux que jamais la puissance terrifiante de la chose qui les avait fait revenir. Elle vit, pensa Bill. Œil de salamandre, queue de dragon, main de gloire, quoi que ce soit, c'est là, de nouveau, à Derry. Ça. Et il sentit brusquement que c'était ça, le 7e. Que ça et le temps étaient en quelque sorte interchangeables, que ça empruntait leur visage à tous, aussi bien que les milliers d'autres de ceux qui l'avaient terrifié et massacré. Et l'idée que puisse devenir ça était ce qu'il y avait de plus épouvantable là-dedans. Combien de nous-mêmes avons-nous laissé ici, derrière nous, songea-t-il soudain, avec un sentiment croissant de terreur. Combien de nous-mêmes avons-nous laissé dans les conduits et les égouts, où ça vit et où ça se nourrit? Est-ce pour cela que nous avons oublié? Parce que, en chacun de nous, une part de nous-mêmes n'a jamais eu d'avenir, n'a jamais grandi, n'a jamais quitté Derry. Est-ce pour cela? Aucune réponse sur les visages tournés vers lui, seulement ses propres interrogations qui lui étaient renvoyées. Les pensées se constituent et passent, c'est une question de seconde ou de centième de seconde. Elles créent leur propre cadre temporel, et tout ceci ne prit pas plus de 5 secondes dans l'esprit de Bill Denbrough. Puis, Richie Tosier, le dossier de sa chaise toujours appuyé contre le mur, sourit à nouveau et lança « Ah ben ça alors, Bill Denbrough a adopté la coupe en boule de billard. Je parie que tu te le passes au mirror, grand Bill. » Et Bill, sans même savoir ce qu'il allait dire, ouvrit la bouche et s'entendit répondre « Va te faire foutre, toi et le bourrin sur lequel t'es arrivé, grande gueule. » Il y eut un bref instant de silence, et la salle explosa de rire. Bill se dirigea vers eux et se mit à serrer des mains, et, alors qu'il y avait quelque chose d'horrible dans ce qu'il éprouvait maintenant, il y avait aussi autre chose de réconfortant, le sentiment d'être rentré pour de bon à la maison. « 3. Ben Hanscom perd du poids. Mike Hanlon commanda des apéritifs, et tout le monde se mit à parler en même temps, comme si chacun voulait combler le silence qui avait précédé. Beverly March s'appelait maintenant Beverly Rogan. Elle dit être mariée à un homme merveilleux de Chicago qui avait bouleversé sa vie et transformé son talent pour la couture en une entreprise rentable dans le vêtement.
Eddie Casbrack possédait une entreprise de véhicules de grande remise à New York. Pour autant que je sache, ma femme pourrait fort bien se trouver dans le même lit qu'Al Pacino en ce moment, dit-il avec un léger sourire, faisant éclater les autres de rire. Tous savaient ce que Bill et Ben faisaient, mais Bill eut l'étrange intuition que c'était en réalité très récent. Beverly sortit 2 exemplaires de ses œuvres en livre de poche, Joanna et Les Rapides des Ténèbres, et lui demanda une dédicace. Bill s'exécuta, non sans remarquer que les 2 bouquins étaient flambant neufs, comme si elle les avait achetés à la librairie de l'aéroport en descendant de l'avion. De même, Richie dit à Ben combien il avait admiré, à Londres, son centre de communication pour la BBC. Mais il restait une sorte d'expression intriguée dans son regard, comme s'il n'arrivait pas à associer l'image de ce bâtiment et l'idée que Ben en était l'architecte. Ou avec le souvenir du gros garçon sérieux qui leur avait montré comment inonder la moitié des friches avec des planches barbotées et une portière de voiture rouillée. Richie était disque jockey en Californie. Il leur dit être connu comme l'homme aux 1000 voix, et Bill grommela « Bon Dieu, Richie, tes voix ont toujours été nulles. Vos compliments ne serviront à rien, cher maître, répliqua hautainement Richie. La bibliothèque est-elle restée la même? Demanda Ben à Mike Hanlon. Mike sortit de son portefeuille un cliché aérien de l'édifice, avec la même fierté que quelqu'un qui montre des photos de ses enfants quand on lui demande s'il a de la famille. Elle a été prise par un type depuis un petit avion, dit-il, tandis qu'elle passait de main en main. J'ai essayé de convaincre le conseil municipal et quelques éventuels riches donateurs d'en faire un agrandissement pour la bibliothèque des enfants, mais sans succès jusqu'ici. C'est une bonne photo, non? Tous dirent que oui. Ce fut Ben qui la garda le plus longtemps, comme s'il ne pouvait en détacher les yeux. Finalement, il tapota de l'ongle le passage vitré qui reliait les 2 bâtiments. « Est-ce que ça ne te dit pas quelque chose, Mike ?» Ce dernier sourit. « C'est ton centre de communication, » répondit-il. Et tout le monde éclata de rire. Les boissons arrivèrent. Ils s'assirent. De nouveau le silence se fit, gêne et perplexité. Ils se regardaient les uns les autres. « Eh bien, » demanda Beverly de sa voix douce et légèrement voilée, « à quoi buvons-nous » ?« À nous, » répondit brusquement Richie. Il ne souriait plus. Ses yeux croisèrent ceux de Bill, et, avec une puissance bien près de le submerger, un souvenir envahit Bill. Richie et lui, à genoux dans Nable Street, après que la chose qui aurait pu être un clown ou un loup-garou avait disparu, se serrant dans les bras l'un de l'autre, étouffés de sanglots. Il prit son verre, d'une main tremblante, renversant quelques gouttes sur la nappe. Richie se mit lentement debout et tous l'imitèrent, les uns après les autres. Bill tout d'abord, puis Ben et Eddie, Beverly, et enfin Mike Hanlon. « À nous !» dit Richie dont la voix tremblait, à l'instar de la main de Bill. « Au club des ratés de 1958. »« Au raté !» reprit Beverly, avec une pointe d'amusement. « Au raté !» dit Eddie. Il avait un visage pâle et vieilli, derrière ses verres sans monture. « Au raté !» fit à son tour Ben, le fantôme d'un sourire douloureux venant relever le coin de ses lèvres. « Au raté !» murmura Mike Hanlon. « Au raté !» conclut Bill. Les verres se touchèrent, et ils burent. Le silence se fit de nouveau, mais cette fois, Richie ne le brisa pas. Ce silence-là paraissait nécessaire. Ils se rassirent, et Bill dit alors « Allez, vide ton sac, Mike, raconte-nous ce qui se passe ici, et ce que nous pouvons faire. »« Mangeons d'abord, » répondit Mike. « Nous parlerons ensuite. » Ils mangèrent donc, longtemps et bien, comme dans la vieille plaisanterie du condamné à mort, pensa Bill. Mais jamais il n'avait eu si bon appétit, cependant. Jamais depuis son enfance, avait-il presque envie de dire. Sans être extraordinaire, la nourriture était de bonne qualité et abondante. Ils se mirent à échanger des morceaux, et Richie ne trouva rien de mieux que de s'amuser à griller tout ce qui passait par son assiette, sur le feu de table qu'il partageait avec Beverly, y compris un aspic d'œuf et quelques gros haricots rouges. « J'adore les plats flambés sur la table, dit-il à Ben.
je boufferais de la merde en bâton pourvu qu'elle soit flambée à ma table. Cela t'est certainement arrivé, ne t'inquiète pas, commenta Bill. Beverly fut prise d'un tel fou rire qu'elle dut recracher dans une serviette ce qu'elle avait dans la bouche. « Seigneur, je crois que je vais gerber !» fit Richie, imitant à s'y tromper la voix de Don Pardo, ce qui ne fit qu'amplifier la crise de fou rire de Beverly. Elle était rouge comme une pivoine. « Arrête, Richie !» réussit-elle à articuler. « Je t'avertis !»« Avertissement enregistré, bon appétit ma chère !» C'est Rose elle-même qui leur apporta le dessert, une imposante omelette norvégienne qu'elle flamba depuis le bout de la table où Mike était assis. « Un plat de plus flambé à ma table !» s'exclama Richie de la voix d'un homme mort qui vient d'arriver au ciel. « Voilà peut-être le meilleur repas que j'ai fait de toute ma vie. »« Mais je n'en doute pas, » fit Rose avec une modestie étudiée. « Mon vœu sera exaucé si je souffle ?» lui demanda Richie. « Tous les vœux faits au Jade of the Orient sont exaucés, monsieur. » Le sourire de Richie disparut, soudainement. « Je suis sensible aux compliments, mais je dois vous avouer que j'éprouve des doutes sur sa véracité. » Ils mirent en pièces l'omelette norvégienne. Quand Bill reput se laissa aller sur sa chaise, gêné par sa ceinture, il remarqua les verres sur la table. Il y en avait des centaines, aurait-on dit. Il esquissa un sourire, se rappelant avoir lui-même descendu 2 martinis avant le repas, et Dieu seul savait combien de bouteilles de bière Kirin pendant. Mais les autres n'avaient pas été en reste. Dans leur état, ils auraient trouvé à leur goût des morceaux de bois grillés. Et cependant, ils ne se sentaient pas ivres. « Je n'ai pas mangé comme ça depuis que j'étais gosse », remarqua Ben. Tous le regardèrent. Ses joues avaient pris un peu de couleur. Plus exactement, c'est sans doute mon repas le plus pantagruélique depuis ma 2e année de collège. « As-tu suivi un régime ?» demanda Eddie. « Ouais, » dit Bill. « Le régime libérateur de Ben Hanscom. »« Qu'est-ce qui t'a poussé ?» demanda à son tour Richie. « Vous ne voulez tout de même pas que je vous raconte cette vieille histoire ? Pour les autres, je ne sais pas, mais moi, j'aimerais bien. Vas-y, Ben, raconte-nous ce qui a fait de Meule de Foin Calhoun la gravure de mode que nous avons sous les yeux. » Richie eut un petit reniflement. « Meule de Foin, j'avais oublié ça. » En fait, l'histoire est très simple, ce n'en est même pas une au fond. Après cet été, celui de 1958, nous sommes restés 2 ans à Derry. Puis ma mère a perdu son boulot et nous avons atterri dans le Nebraska, où elle avait une sœur qui lui avait offert le gîte et le couvert, le temps qu'elle retombe sur ses pieds. C'était pas terrible. Ma tante Jean était une épouvantable emmerdeuse qui n'arrêtait pas de m'expliquer quelle était ma place dans l'ordre universel des choses. La chance que j'avais d'avoir une tante comme elle qui pouvait nous faire la charité. La chance que j'avais de ne pas dépendre des allocations aux pauvres. Et ainsi de suite. J'étais si gros que je la dégoûtais. Elle ne pouvait s'empêcher de me tarabuster là-dessus. « Tu devrais faire davantage d'exercice, Ben. Tu auras une crise cardiaque avant 40 ans si tu ne perds pas du poids, Ben. Tu devrais avoir honte de toi, Ben, avec tous ces petits-enfants qui meurent de faim dans le monde. » Il se tut un instant et but une gorgée de bière. Le problème, c'est qu'elle me ressortait aussi le coup des petits-enfants mourant de faim si je ne nettoyais pas mon assiette. Richie acquiesça en riant. Toujours est-il que, comme le pays sortait à peine d'une récession, il a fallu pratiquement 1 an à ma mère pour trouver un travail stable. Entre le moment où nous sommes arrivés chez tante Jean, à la Vista, et celui où nous avons enfin été chez nous, à Omaha, j'avais bien pris 40 kilos de plus par rapport à l'époque où vous me connaissiez. Simplement pour contrarier la brave femme, je crois. Eddie émit un petit sifflement. « Tu devais donc en être à 95 kilos exactement, » dit Ben gravement. J'allais à l'époque à l'East Side High School d'Omaha, et les cours d'éducation physique se passaient plutôt mal. Les autres gosses m'appelaient la cruche, pour vous donner une idée. Les brimades se sont poursuivies pendant environ 7 mois, et puis un jour, alors que nous nous habillions dans le vestiaire après la gym, 2 ou 3 autres types ont commencé à me claquer le ventre. Ils appelaient ça « ramer dans la graisse ». 2 autres se sont joints à eux, puis 4 ou 5, je ne sais plus.
Bientôt, ils s'y étaient tous mis, me poursuivant dans tout le vestiaire et jusque dans l'entrée, me claquant le bide et les fesses, le dos et les jambes. J'ai pris peur et me suis mis à crier, ce qui les a fait rire, comme des fous. C'est la dernière fois, voyez-vous, autant qu'ils m'en souviennent, dit-il en tripotant ses couverts, que je me suis rappelé Henry Bowers, jusqu'au coup de fil de Mike. Le type qui avait commencé à me claquer était un petit paysan avec les mêmes grosses mains, et pendant qu'il me poursuivait, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que Henry Bowers était revenu. Je crois... Non, j'en suis sûr, que c'est à ce moment-là que j'ai paniqué. Ils m'ont poursuivi dans le corridor, au-delà des vestiaires. J'étais nu comme un ver et rouge comme un homard. J'avais perdu tout sentiment de ma dignité, ou de moi-même, pourrait-on dire. Je ne savais plus où j'étais. Je hurlais à l'aide, et ils me couraient tous après en criant « Venez ramer dans la graisse, ramer dans la graisse ». Il y avait un banc. Tu n'es pas obligé de revivre tout ça, Ben, intervint soudain Beverly. Son visage était devenu couleur de cendre. Elle faillit renverser le verre d'eau qu'elle tripotait. « Laisse-le finir, » dit Bill. Ben le regarda un instant et acquiesça. Il y avait donc un banc au bout du corridor. J'ai trébuché dessus et je me suis cogné la tête. Quelques secondes plus tard, ils étaient tous autour de moi. Puis j'ai entendu une voix qui disait « Bon, ça suffit les gars, allez vous changer !» C'était celle du prof de gym. Il se tenait dans l'entrée, en survêt bleu avec des bandes blanches sur le côté et t-shirt blanc. Impossible de dire depuis combien de temps il se trouvait là. Ils se sont tous tournés vers lui, certains avec le sourire, certains avec un air coupable, d'autres avec une expression neutre. Puis ils sont partis. J'ai éclaté en sanglots. Il ne bougeait pas de l'entrée du corridor conduisant au gymnase, et il me regardait. Il regardait ce garçon, obèse et nu, la peau toute rouge de claques, qui chialait, effondré sur le sol. Et finalement il a dit « Hé, Benny, si tu fermais ta gueule de con, hein ?» J'ai été tellement choqué d'entendre un prof s'exprimer ainsi que je me suis tu. Il est venu s'asseoir sur le banc contre lequel j'avais trébuché et elle s'est penchée sur moi. Le sifflet pendu à son cou est venu me cogner le front. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait m'embrasser, ou quelque chose comme ça, et je me suis recroquevillé, mais il m'a pris par les nénés et il s'est mis à serrer. Puis il m'a lâché et il s'est essuyé les mains sur son pantalon, comme s'il venait de toucher quelque chose de sale. Puis il m'a dit « Tu t'imagines que je vais te consoler ?» Eh bien, pas question. Tu les dégoûtes, et tu me dégoûtes aussi, pas pour les mêmes raisons, mais c'est parce que ce sont des mômes, et moi pas. Moi, c'est parce que je te vois enterrer le corps solide que t'a donné le bon Dieu sous des tonnes de graisse. C'est une répugnante manière de se dorloter, qui me donne envie de dégueuler. Maintenant, écoute-moi, Benny, parce que je ne te le répéterai pas 2 fois. J'ai une équipe de football et une équipe de basketball à entraîner, sans parler des coureurs, des sauteurs et des nageurs. Alors je ne te le dirai qu'1 fois. C'est ici que t'es gros. Et il m'a tapoté le front à l'endroit où son foutu sifflet m'avait cogné. C'est toujours là qu'on est gros. Tu mets au régime ce que tu as entre les oreilles et tu perdras du poids. Mais les types comme toi ne le font jamais. Quel salopard! S'exclama Beverly, indigné. Ouais, fit Ben avec un sourire. Mais il était tellement con qu'il ne le savait même pas. Il avait probablement vu Jacques Webb dans son film sur le sergent instructeur 60 fois, et il pensait sincèrement me rendre service. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé, en fin de compte, parce qu'à ce moment-là, j'ai pensé à quelque chose. Je me suis dit... Il regarda au loin, sourcils froncés, et Bill fut pénétré de l'étrange impression qu'il savait ce qu'allait dire Ben. En fait, ce n'est pas au moment où les autres me poursuivaient dans le corridor que j'ai pensé pour la dernière fois à Henry Bowers. C'est au moment où le prof s'est levé pour partir que je me suis souvenu vraiment de ce que nous avions fait pendant l'été 58. J'ai pensé
Il hésita de nouveau, les regardant, tour à tour, scrutant chaque visage. Il reprit, choisissant avec soin ses mots. J'ai pensé à quel point nous avions été bien ensemble. J'ai pensé à ce que nous avions fait, à la manière dont nous l'avions fait. Et il m'est soudain venu à l'esprit que, si ce prof avait dû faire face à un truc comme ça, ses cheveux seraient probablement devenus blancs d'un seul coup, et son cœur se serait arrêté de battre dans sa poitrine, comme un vieux réveil. Ce n'était pas très juste, mais avait-il été juste vis-à-vis de moi? Ce qui est arrivé est simple. Tu es devenu fou furieux, le coupa Bill. Exactement, fit Ben avec un sourire. Je l'ai appelé. Prof! Il s'est tourné et m'a regardé. Vous dites que vous entraînez les coureurs? Exact, je ne vois pas le rapport avec toi. Écoutez un peu, espèce de fils de pute au crâne épais, je lui ai balancé. Il est resté bouche bée, les yeux exorbités. Je serai prêt pour l'équipe d'athlétisme en mars prochain. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que tu ferais mieux de fermer ta gueule avant que les ennuis sérieux ne commencent pour toi. Je vais battre tous vos types. Je vais battre tous vos meilleurs. Après quoi, vous me ferez vos putains d'excuses. J'ai vu ses poings se serrer, et pendant quelques secondes, j'ai bien cru qu'il allait me rentrer dedans. Au lieu de ça, il a dit doucement « Tout ça, c'est que du bla bla bla, morpion. De belles paroles qui ne coûtent rien. Le jour où tu pourras battre mes meilleurs coureurs, je donne ma démission et retourne cueillir du maïs. » Et là-dessus, il se tire. « Tu as perdu du poids ?» demanda Richie. « Et comment ?» Mais le prof se trompait. Ce n'était pas dans ma tête que ça commençait, mais avec ma mère. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, je lui ai annoncé que j'avais décidé de maigrir. Ça s'est terminé en une vraie bagarre. On pleurait tous les deux. Elle a repris sa vieille rengaine, que je n'étais pas vraiment gros, que j'avais seulement une ossature forte, et qu'un gosse costaud, qui voulait devenir un adulte costaud, devait continuer à manger. Je crois que c'était une sorte de sécurité qui la rassurait. C'était dur pour elle d'essayer d'élever un garçon toute seule. Elle n'avait reçu aucune éducation et n'avait aucune aptitude particulière, sinon la volonté de travailler dur. Et quand elle pouvait me resservir, ou quand elle me regardait par-dessus la table et me voyait florissant, elle avait l'impression de gagner une bataille, continua Mike. Ouais. Ben finit le reste de sa bière et essuya du revers de la main la moustache d'écume qui était restée sur sa lèvre supérieure. La grande bagarre, ça a donc été avec elle, pas dans ma tête. Pendant des mois, elle s'est interdit de l'accepter, refusant de rétrécir mes vêtements ou de m'en acheter de nouveaux. J'ai alors commencé à courir. Je courais, partout, et parfois j'avais le cœur qui battait tellement fort que j'avais l'impression d'être sur le point d'y rester. La première fois que j'ai couru le 1500 mètres, j'ai terminé en m'évanouissant après avoir dégueulé. Puis pendant un certain temps, je n'ai plus fait que dégueuler. Ensuite, je devais retenir mes pantalons en courant. J'ai obtenu un boulot de distribution de journaux. Je courais, le sac autour du cou. Il rebondissait sur ma poitrine tandis que je retenais mon pantalon. Mes chemises ne tardèrent pas à avoir l'air de voile. Et le soir, quand je rentrais à la maison et que je ne mangeais que la moitié de ce que ma mère mettait dans mon assiette, elle éclatait en sanglots et gémissait que je me laissais mourir de faim, que je ne l'aimais plus, que je m'en fichais qu'elle ait travaillé aussi dur pour moi. « Seigneur !» murmura Richie en allumant une cigarette. « Comment t'as pu t'en sortir ?» Je n'avais qu'à imaginer la tête de mon prof de gym, quand il m'avait pris par les nénés dans le corridor. C'est comme ça que j'y suis arrivé. Je me suis acheté de nouvelles frusques, avec l'argent de la distribution de journaux, et le cordonnier du rez-de-chaussée a percé de nouveaux trous dans ma ceinture. 5, il me semble. J'aurais pu me souvenir de la seule autre fois où j'avais été obligé de m'acheter de nouveaux jeans. C'était quand Henry m'avait fait tomber dans les friches et me les avait mis en lambeaux. « Ouais !» fit Eddie avec un sourire. « Et tu m'as conseillé le coup du chocolat au lait, tu t'en souviens ?» Ben acquiesça. « Si jamais je m'en suis souvenu, ça n'a été qu'un instant, » reprit Ben. Je m'étais aussi inscrit à un cours de diététique, et j'avais découvert que je pouvais manger
à peu près tout ce que je voulais de légumes verts frais, sans prendre de poids. Un soir, ma mère m'a donc préparé une salade avec de la laitue, des épinards crus, des morceaux de pommes et peut-être un reste de jambon. Je ne peux pas dire que je raffole d'herbe à lapin, mais je pouvais en avaler 3 portions. Et j'ai donc fait celui qui se régalait devant ma mère. Ce truc m'a beaucoup aidé à résoudre le problème. Elle ne s'inquiétait pas tant de ce que je mangeais que des quantités que j'ingurgitais. Je croulais sous les salades. Je n'ai pratiquement mangé que ça pendant 3 ans. Il y avait des moments où je me regardais dans la glace pour vérifier que mon nez ne remuait pas. « Comment ça s'est finalement passé avec le prof ?» demanda Eddie. « Es-tu allé sur la piste ?» Il toucha son inhalateur comme si la seule idée de courir lui coupait le souffle. « Ah oui, bien sûr. Je courais le 200 mètres et le 400. À ce moment-là, j'avais perdu 30 kilos et gagné 5 centimètres. Ce qui restait était mieux distribué. Le premier jour des épreuves, j'ai gagné le 200 mètres de 6 longueurs et le 400 de 8. J'ai été voir le prof, qui était dans un état à bouffer sa casquette, et je lui ai dit « On dirait bien que c'est le moment de retourner à la cueillette du maïs. Quand partez-vous pour le Kansas ?» Tout d'abord, il n'a rien dit, puis au bout d'un moment, il m'a balancé une châtaigne qui m'a expédié par terre. Après, il m'a ordonné de quitter le stade. Il ne voulait pas d'une grande gueule comme moi dans son équipe d'athlétisme. Je ne voudrais pas en faire partie, même si le président Kennedy me le demandait, je lui ai répondu, tout en essuyant le sang qui coulait de ma bouche. Et comme c'est vous qui m'avez jeté ce défi, je ne vous tiendrai pas rigueur de ça. Mais la prochaine fois que vous vous taperez un épi de maïs grillé, ne pensez surtout pas à moi. Alors il m'a dit que si je ne disparaissais pas sur le champ, il allait me faire la peau. Ben esquissa un sourire, mais un sourire qui n'avait rien de rassurant ni de nostalgique. Ce sont exactement ces mots. Tout le monde nous regardait, y compris ceux que j'avais battus. Ils avaient l'air drôlement gênés. Après j'ai ajouté « Je vais vous dire, prof, vous en avez eu un gratis du fait que vous êtes un mauvais perdant. Et maintenant, vous êtes trop vieux pour apprendre la politesse. Mais un de plus, et je vous garantis que je fais tout pour que vous perdiez votre boulot. Je ne suis pas sûr d'y arriver, mais pour essayer, j'essaierai. J'ai perdu du poids pour des questions de dignité et de tranquillité. Ce sont des choses qui valent la peine qu'on se batte. » Bill l'interrompit. « Tout ça est rudement bien envoyé, Ben. Mais l'écrivain en moi se demande si jamais un gosse a pu parler comme ça. » Ben hocha la tête, avec toujours ce même sourire inquiétant au coin des lèvres. « Je me demande si un gosse qui ne serait pas passé par où nous sommes passés aurait jamais pu parler comme ça, » répondit-il. Mais c'est bien ce que je lui ai dit, et je le pensais. Bill réfléchit un instant et acquiesça. « Très bien. » Le prof est resté les mains sur les hanches, il a ouvert la bouche et il l'a refermée. Personne n'a rien dit. Je suis parti, et c'est la dernière fois que j'ai eu affaire à ce type. Sur mon bulletin, à la fin de l'année, on avait écrit à la machine « dispensé » en face d'éducation physique, et il avait apposé ses initiales. « Tu te l'es fait !» s'exclama Richie en agitant les poings au-dessus de la tête. « Ça, c'est un coup fumant !» Ben haussa les épaules. « C'est surtout quelque chose en moi que j'ai vaincu dans cette affaire. Le prof a servi de déclencheur, je crois. Mais c'est de penser à vous qui m'a persuadé que je pouvais y arriver. Et j'y suis arrivé. » Ben haussa les épaules d'un geste désinvolte, mais Bill crut voir de fines gouttes de sueur sur le haut de son front. Fin des authentiques confessions. Sauf que je m'enverrai bien une autre bière. Parlez, donne soif. Mike fit signe à la serveuse. Tous les 6 commandèrent une autre consommation, et en attendant, la conversation ne porta plus que sur des sujets sans importance. Bill, les yeux plongés dans sa bière, regardait les petites bulles remonter le long du verre, à la fois amusé et stupéfait de prendre conscience qu'il espérait que quelqu'un d'autre allait entreprendre le récit de ces années intermédiaires, que Beverly, par exemple, leur parlerait de l'homme merveilleux qu'elle avait épousé, même s'il était d'un ennui mortel, comme la plupart des hommes merveilleux, ou que Richie Tosier leur raconterait la vie dans une station de radio avec tous ses incidents amusants, ou qu'Eddie Casbrack leur dirait comment Ted Kennedy était vraiment
les pourboires que laissait Robert Redford, et leur permettrait ainsi de commencer à comprendre pourquoi il s'accrochait encore à son inhalateur, alors que Ben avait été capable de perdre 30 kilos. Le fait est que Mike va se mettre à parler d'un moment à l'autre, pensait-il, et que je ne suis pas sûr d'avoir envie de l'écouter. Le fait est que mon cœur bat légèrement trop vite et que mes mains sont légèrement trop froides. Le fait est que je suis trop vieux de 25 ans pour être effrayé à ce point, et que nous le sommes, tous. Alors que quelqu'un dise quelque chose, vite. Parlons carrière, épouse, et de l'effet que ça fait de revoir ses vieux copains de jeu, et de se rendre compte qu'ils ont pris quelques bons coups dans la gueule du temps lui-même. Parlons de cul, de baseball, du prix de l'essence ou de l'avenir des nations, du pacte de Varsovie, de n'importe quoi, sauf de ce qui nous a réunis ici. Et quelqu'un parla. Eddie Casbrack, mais pas de Ted Kennedy ou de Robert Redford, ni des raisons qu'il avait de toujours s'accrocher à ce que Richie appelait parfois autrefois son décoince-poumon. Il demanda à Mike quand Stan Uris était mort. Avant-hier, le soir où j'ai donné les coups de téléphone. Est-ce qu'il y a un rapport? Je pourrais répondre qu'étant donné qu'il n'a laissé aucun message, je n'en suis pas sûr, mais comme c'est arrivé immédiatement après mon appel, je crois pouvoir affirmer que oui. Il s'est donc suicidé? Fit Beverly tristement. Oh Seigneur, pauvre Stan. Tout le monde regardait Mike, qui finit son verre et répondit « Oui, il s'est suicidé. D'après ce que j'ai compris, il est monté dans sa salle de bain après le coup de fil, il a rempli la baignoire, s'est mis dedans et s'est ouvert les poignets. » Autour de la table, Bill eut l'impression de ne plus voir des corps, mais seulement des visages, blancs, consternés, de simples cercles pâles, comme des ballons blancs, lunaires, attachés par une vieille promesse que le temps aurait dû rendre caduque depuis longtemps. « Comment l'as-tu appris ?» demanda Richie. « Pas par les journaux d'ici, tout de même. »« Non, mais depuis pas mal de temps je suis abonné aux journaux locaux des régions que vous habitez. J'ai rempli des fiches. »« Un espion parmi nous !» s'exclama Richie. « Merci, Mike. »« C'était ma responsabilité, » répondit simplement Mike. « Pauvre Stan !» répéta Beverly, qui paraissait abasourdi, incapable d'admettre l'information. Lui qui était si courageux alors, si déterminé. « Les gens changent, » remarqua Eddie. « Crois-tu » demanda Bill. Stan était... Il eut un geste des mains en cherchant ses mots. Une personne d'ordre, du genre à avoir ses livres rangés par catégorie sur ses étagères, et alphabétiquement dans chaque catégorie. Je n'ai pas oublié ce qu'il m'a dit un jour. Je ne me souviens plus où nous étions ni ce que nous faisions, mais je crois que c'était vers la fin. Il a déclaré qu'il pouvait supporter d'avoir peur, mais pas d'être sale. Ça me paraît l'essence de sa personnalité. L'appel de Mike lui a peut-être fait passer une barrière invisible. Il avait à choisir entre rester vivant et se salir, ou mourir propre. Les gens ne changent peut-être pas autant que nous le pensons. Ils ne font que se raidir, je crois. Il y eut un moment de silence et Richie intervint alors. « Très bien, Mike. Qu'est-ce qui se passe à Derry? Vas-y. » Je peux vous dire un certain nombre de choses, comme par exemple ce qui arrive en ce moment, ainsi que certains faits qui vous concernent. Mais pas tout ce qui s'est passé en 1958. Je ne crois pas d'ailleurs que j'aurai à le faire. Cela finira par vous revenir, de soi-même. Et je crois que si je vous en disais trop avant que vos esprits ne soient prêts à se souvenir, ce qui est arrivé à Stan pourrait nous arriver, demanda calmement Ben. Oui, fit Mike. C'est exactement ce que je redoute. Alors dis-nous ce que tu peux nous dire, Mike, conclut Bill. Très bien. Je commence.